le monde, bienvenue pour cette nouvelle capsule pédagogique autour des modèles génératifs. Donc mon nom c'est Pierre Rosin, je travaille au centre d'intelligence artificielle appliquée à Montréal qui s'appelle Jacob et aujourd'hui on va parler de modèles génératifs mais plus particulièrement de modèles génératifs autour des images. Donc on a déjà traité lors d'une vidéo précédente des modèles génératifs autour du texte. Aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur les modèles génératifs de texte à image. Et pour démarrer cette présentation, on va illustrer ça avec un exemple. Donc, on va se rendre sur le site ici qui s'appelle Stable Diffusion et on va essayer de générer une image. Le premier prérequis pour générer une image, c'est d'entrer un texte qu'on appelle aussi un prompt. Donc ici, notre prompt, c'est Eiffel Tower. On a mis Eiffel Tower. Et on voit qu'on est capable, à partir de ce contexte, de générer des images. Donc on va essayer de régénérer des images en cliquant sur le bouton Generate Image. Et là, on voit qu'on a réussi à générer, grâce à notre contexte, donc on a rentré Eiffel Tower. Comme ce sont des modèles qui ont été entraînés beaucoup plus sur des données en anglais, c'est toujours mieux de proposer le contexte en anglais, même si on peut s'attendre que dans les années qui vont arriver, on va pouvoir aussi donner le contexte en français. Ce qu'on voit ici, c'est que l'image a été générée ce qu'on appelle synthétiquement. Donc on reconnaît la tour Eiffel, on reconnaît plusieurs éléments de contexte, on reconnaît les arbustes qu'on retrouve à Paris, mais les images générées ne représentent pas forcément les alentours de la tour Eiffel. Donc pourquoi ? Parce que ce que cherche à faire le modèle, c'est à partir de sa base de connaissances, donc à partir des données sur lesquelles ils ont été entraînés, il va essayer de reproduire synthétiquement la tour Eiffel, mais ça va être une reproduction, ça va pas être l'original. Donc il va reprendre les éléments de contexte dans sa base de données, puis il va essayer de faire cette génération synthétique. Le modèle Stable Diffusion ici, il a été entraîné sur une grande base de données provenant d'œuvres d'art, d'images générées sur le web et aussi de photographies. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même qu'il est vraiment capable de générer assez bien la tour Eiffel. Alors maintenant, on va passer à travers les principaux acteurs de la génération de texte à image. Donc ici, à l'écran, on en voit 3. Et puis on va juste passer à travers pour voir quel impact ils ont eu dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc le premier modèle, c'est DALL-E 2. Déjà la version 2 de ce modèle, qui est créée par OpenAI. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'OpenAI est quand même une entreprise qui est derrière le modèle GPT et ChatGPT. Donc c'est une entreprise qui est vraiment à la pointe de la technologie autour de l'intelligence artificielle. Et avec DALL-E et DALL-E 2 notamment, ils ont proposé des démonstrations assez impressionnantes au grand public. Donc ils ont été quand même un des pionniers en termes pour démontrer que ces technologies sont prêtes à être utilisées. Donc c'était vraiment une des premières entreprises qui a proposé au grand public des résultats. Ensuite, on a Midjourney, en haut à droite. Donc Midjourney, c'est un laboratoire de recherche qui propose une version gratuite d'utilisation des modèles de génération texte à image sur le logiciel Discord. La particularité de Midjourney, c'est que lorsque l'on génère des images à partir de ce modèle, c'est des images qui sont plus à vocation artistique. Donc pour la création d'œuvres d'art, ou la création de films d'animation par exemple. C'est un modèle qui peut être beaucoup plus utilisé car les rendus sont beaucoup plus futuristes. Ça s'apparente beaucoup plus à des œuvres d'art lorsqu'on génère des images à partir de ce modèle. Enfin, on a un autre acteur qui s'appelle Stability AI, qui propose un modèle qui s'appelle Stable Diffusion. Et cet acteur est assez important parce qu'il propose une version open source du modèle de génération de texte à image. Donc, dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, c'est vraiment important que certains modèles soient ouverts au grand public. Pourquoi ? Parce que les développeurs, après, reprennent ces modèles et proposent des améliorations. Donc c'est vraiment essentiel que les codes sources soient disponibles pour ces modèles et c'est ce que Stability AI a comme mission, de diffuser ce code au grand public. Donc ces 3 acteurs, ils utilisent la même méthode qu'on appelle diffusion latente pour la génération d'images à partir de texte. On va creuser un peu plus en détail à quoi correspond cette méthode. Mais globalement, qu'est-ce que cherche à faire cette méthode ? C'est à partir de bruit pur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bruit pur ? C'est un peu comme quand vous allumez une télé cathodique des années 90-2000 et que vous n'avez pas de chaîne connectée et vous avez des pixels blancs et noirs qui se baladent dans tout l'écran. Donc c'est une image qui est vraiment bruitée, qui n'a pas de forme spécifique. Et à partir de ce bruit, on va débruiter itérativement l'image pour petit à petit
reconnaître des formes et générer l'image que l'on souhaite. Donc c'est vraiment l'idée derrière la diffusion latente, puis on va creuser un peu plus en détail cette méthodologie. Donc avant d'expliquer le principe de diffusion latente, qu'on a brièvement effleuré lors du slide précédent, on va essayer d'expliquer comment on pourrait faire une analogie par rapport à notre monde sur qu'est-ce qu'essayent de faire ces modèles génératifs. Donc pour ça, on va prendre l'analogie d'un peintre, par exemple, qui essaye, à partir d'une description qu'on lui donne, de peindre une œuvre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une description plus ou moins précise de ce qu'on veut qu'il peigne. Donc par exemple ici pour une table on va dire je veux une table à 4 pieds beige ou en bois. Une fois qu'on lui aura donné cette description, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va s'imaginer l'œuvre par rapport à ce qu'il a déjà peint. Donc il va utiliser sa base de connaissances, il va comparer avec les styles qu'il aime présenter dans ses œuvres, il va comparer avec les couleurs qu'il aime, les styles artistiques, il va peut-être s'inspirer d'autres auteurs. Et enfin, une fois qu'il a une bonne idée de ce qu'il veut peindre, il va se mettre à peindre l'œuvre. Donc typiquement, ça reprend la formule des auto-encodeurs qu'on avait présentée lors de la précédente capsule. Ce que va faire le peintre, c'est qu'il va d'abord encoder l'information. Cela va représenter une représentation latente, là où il va faire la connexion avec sa base de connaissances pour avoir une meilleure idée de ce qu'il doit peindre. Et enfin, il va s'exécuter et peindre l'œuvre. C'est exactement cette tâche que l'intelligence artificielle cherche à automatiser, notamment avec les auto-encodeurs. Donc comme on a vu précédemment, le principe de la diffusion, c'est un principe de débruitage itératif. Donc là, comme on peut voir à droite, on part d'un bruit pur, tandis qu'à gauche, on a une image déjà générée. Donc ce qu'on va essayer de faire justement, c'est d'utiliser une technique de débruitage itératif. Et ce que va essayer de faire le modèle, c'est d'apprendre à reconnaître les formes dans le modèle de manière itérative. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va reconnaître les formes et petit à petit, en faisant apparaître les formes dans le bruit, il va les débruiter pour que l'image soit de plus en plus claire. Le principe de diffusion, il peut être conditionné avec deux types de données. Donc premièrement avec une image, donc ce qu'on peut faire par exemple ici en haut, on a généré une image à gauche avec des taches de couleurs où on sait à peu près où est-ce qu'on veut situer dans l'objet, les objets dans l'image que l'on veut générer. On va conditionner ces taches de couleurs avec du bruit. Et grâce au modèle génératif, on va générer une nouvelle image à droite avec beaucoup plus de détails. Donc ça, c'est un des premiers types de conditionnement qu'on peut faire, c'est avec une image. On peut aussi conditionner l'image avec du texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du bruit pur et qu'on va seulement conditionner notre modèle avec un prompt, avec une description. Et on va injecter dans les couches d'attention, ça s'appelle, donc il y a un mécanisme qui s'appelle l'attention qui va essayer de générer à partir du texte les formes qui ont été décrites dans la description. Et avec ce mécanisme, on va être capable de générer l'image correspondant au texte. On va voir un peu plus en détail comment est-ce que ce mécanisme se met en place. Mais globalement, ce qu'on peut faire, c'est vraiment conditionner soit avec une image, soit avec du texte, ce modèle de débruitage. Et là, on le voit bien, ce processus de débruitage. Alors dans ce slide, on voit une vidéo dans laquelle sont générées des fleurs. Et on voit qu'on part d'un bruit pur. Et finalement, on arrive à générer itérativement une fleur grâce à un processus de débruitage itératif. Donc voilà un peu comment est-ce que l'algorithme se met en place lorsqu'on essaye de générer une image à partir de n'importe quel conditionnement. Donc maintenant, on va parler du principe de la diffusion latente. Donc pourquoi on appelle ça diffusion latente? C'est parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille avec nos algorithmes, on ne travaille pas avec l'image en elle-même. On travaille avec une version compressée de l'image, une version latente. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec une version latente? Parce que la représentation latente, généralement, elle contient l'information essentielle de l'image, mais d'une manière compressée. Ce qui est utile dans cette version compressée de l'image, c'est qu'on utilise beaucoup moins de ressources lorsqu'on utilise les modèles de génération. On utilise beaucoup moins de ressources informatiques et les performances sont augmentées. De plus, ce qui est utile dans cette version compressée, c'est qu'on peut injecter des données textuelles. Donc on peut prendre les données compressées de l'image, prendre les données compressées du texte et dans cette représentation latente, les interconnecter pour avoir l'image conditionnée correctement. Les prompts, donc les descriptions textuelles, injectent en fait le contexte dans des couches qu'on appelle des couches d'attention.
Donc ces modèles utilisent à la base des modèles qu'on appelle Transformers, qu'on a déjà introduit lors d'une capsule précédente, donc je vous invite à la regarder si vous n'avez pas vu les modèles Transformers, mais ces modèles Transformers utilisent une technologie spéciale qui s'appelle le mécanisme d'attention. Et ce mécanisme d'attention, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à identifier les parties importantes de l'image à partir du texte en entrée et de concentrer l'attention sur ces zones pour qu'à la fin de la diffusion latente, les images soient générées de manière adéquate. Donc maintenant qu'on a expliqué un peu le principe autour de la diffusion latente, on va maintenant passer à travers le mécanisme. Donc ici, le diagramme qu'on a sous nos yeux, c'est justement les étapes de A à Z pour être capable de générer à partir du texte une image. Donc d'abord, à gauche, on part d'un texte. Un texte, donc par exemple ici on a Paradise Cosmic Beach pour l'image qu'on doit générer. Ce texte, il est passé à travers un modèle, un encodeur de texte. L'encodeur de texte, il est très utile pour justement prendre la représentation latente, donc l'information essentielle provenant du texte. Ici, on utilise un modèle, le modèle le plus connu, c'est le modèle CLIP. C'est un modèle qui a été développé par OpenAI. Et c'est un modèle qui va chercher à interconnecter les textes avec les images, donc essayer d'extraire le contexte le plus important dans une description. CLIP, ça veut dire Constructive Language Image Pre-Training. Donc l'output de ce modèle, c'est un vecteur dans lequel on a la représentation latente du texte qui permet de conditionner correctement notre processus de diffusion. Alors une fois que ce vecteur il est généré, on passe à travers le module rose ici, donc Image Information Creator. Ce module rose, c'est un modèle UNet. UNet, c'est un réseau de neurones convolutifs. Donc réseau de neurones, quand vous entendez réseau de neurones convolutifs, généralement, c'est des réseaux de neurones qui sont utiles pour traiter des images. Et UNet, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre en entrée une image et il va prendre en sortie une image. Et ça, c'est parfait pour ce qu'on a besoin, parce qu'on a besoin de débruiter à l'aide d'un processus de débruitage, et c'est typiquement ce que va chercher à faire UNet. En réalité, une image, on ne travaille pas avec l'image, on travaille avec une version compressée de l'image. Donc on va itérativement débruiter cette version compressée de l'image que l'on cherche à générer. Pendant ce débruitage, on va conditionner à chaque fois à partir du vecteur qui a été encodé à partir de notre texte. Donc ce que fait le module rose ici, c'est que itérativement, il va prendre une version compressée de l'image qui est bruitée et il va la débruiter. Et à la fin de ce processus, on se retrouve avec une image en représentation latente complètement débruitée. Alors finalement, comme cette image est en représentation latente, il faut la décoder. Pourquoi est-ce qu'il faut la décoder? Parce que, comme son nom l'indique, représentation latente, c'est une représentation qui n'est pas compréhensible pour l'humain. Donc il faut reconvertir l'image à un format qui est visible avec nos yeux. Donc on va passer à travers un décodeur, donc c'est le module orange ici, qui va permettre finalement de générer l'image que l'on souhaite avoir à la fin de notre processus de génération. Donc à la fin on se retrouve, on part justement d'un texte ici, et on se retrouve à droite avec l'image finale. Donc comme tout modèle génératif, c'est important de conditionner correctement notre modèle à l'aide d'une méthode qu'on appelle le prompt engineering. Donc prompt en anglais, ça veut dire description, donc description de l'image que l'on souhaite générer. Et il y a toute une science qui existe autour de la création de ces prompts pour conditionner correctement notre modèle génératif. Donc ici, je vous ai mis un exemple où on a mis un contexte on a mis un prompt avec très peu de contexte, et en bas, on a mis un prompt avec beaucoup de contexte. Donc en haut, on a pyramide, et en bas, on a a pyramid made of glass, avec le rendu fait sur Unity et teinté en rouge. Et on voit que, justement, avec les éléments de contexte qu'on a introduits dans notre modèle, on a une génération d'images beaucoup plus précise en haut qu'en bas. Alors typiquement, ce qui est important d'introduire dans les prompts pour les modèles génératifs de texte à image, c'est d'abord les noms d'objets. Donc les objets qu'on souhaite inclure dans notre génération d'images. Par exemple, une pomme, une poire, un chien, un chat, une pyramide. Il faut d'abord inclure les objets dans notre prompt que l'on souhaite générer. On peut aussi inclure des adjectifs. Donc ici, par exemple, on a mis une pyramide teinte en rouge. Alors on a mis l'adjectif rouge et on voit que le modèle a été capable de modifier la couleur
de la génération de l'image. On peut aussi demander des adjectifs tels que le style, la qualité de l'œuvre, on va en parler un peu plus en détail, mais vraiment vous pouvez penser à tout type d'adjectifs. On peut aussi conditionner avec un certain style artistique. Donc si on a un artiste en tête, par exemple Andy Warhol, Jean Monnet, Dali, si on a un style en tête et qu'on souhaite générer une image à partir d'un style artistique que l'on aime, on peut proposer au modèle génératif de calquer ce style-là. En fait, c'est un peu comme si le modèle génératif, il allait au musée, puis comme dans ses données d'entraînement, il a les données de ces artistes, il va s'inspirer d'eux lorsqu'il va générer une nouvelle image. On a aussi le style artistique, non plus le nom d'artiste, mais le style artistique qu'on peut aussi préciser. Par exemple, si on veut un style fantaisiste, un style de pixel art, un style de surréaliste ou un style contemporain par exemple, on peut demander à notre modèle génératif on peut conditionner notre modèle génératif pour générer des images avec ce style-là. On peut aussi proposer différentes qualités de l'œuvre. Donc par exemple ici, on a mis deux prompts, un avec pyramide et un avec a beautiful, majestic, incredible pyramid. Donc là on voit que juste en spécifiant le mot-clé 4K, on a une qualité d'image beaucoup plus nette. Donc on peut spécifier dans notre prompt la qualité de l'image. Par exemple, on peut spécifier haute qualité, 4K, 8K, 16K. C'est des éléments de contexte que notre modèle va être capable de prendre en compte. Alors, ce que je vous ai présenté ici, c'est pas une liste exhaustive des méthodes qui existent en prompt engineering. Comme je l'ai dit, avec l'arrivée des modèles génératifs, c'est une science qui est vraiment en train de se développer pour conditionner correctement nos modèles. On va d'ailleurs créer une vidéo beaucoup plus détaillée autour de ces méthodes-là. Mais voilà une rapide introduction sur comment est-ce que vous pouvez conditionner vos prompts correctement. Alors comme d'autres modèles de fondation, ce qu'on appelle des modèles de fondation, c'est des modèles qui ont été pré-entraînés sur une quantité colossale de données. Donc les modèles génératifs dont on parle ici, de génération de texte à image, font partie de ces modèles qui ont été entraînés sur des grosses bases de données provenant du web. Donc, comme tout modèle de fondation, ces modèles-là, on est capable de faire ce qu'on appelle un affinage. Donc qu'est-ce que c'est que l'affinage? C'est d'être capable de demander au modèle, de réentraîner le modèle à se concentrer sur une tâche en particulier. Alors pour les modèles de texte à image, ça a un intérêt pour, par exemple, proposer des générations artistiques sur des styles qu'on connaît déjà. Donc par exemple, imaginons que je veux créer un jeu vidéo, que je veux créer un film d'animation, et que j'ai déjà fait, ou que je veux créer par exemple la mascotte d'une compagnie de marketing. Alors imaginons que j'ai déjà des maquettes préfaites et j'ai déjà une idée sur quel style est-ce que je veux avoir. Je peux demander à mes modèles génératifs, je peux affiner mes modèles génératifs dans ce style-là pour explorer des nouveaux personnages. Donc là on va illustrer cet exemple avec les Pokémon. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 500 Pokémon, donc c'est un jeu de données assez conséquent. On va essayer d'affiner et on va essayer de voir un peu comment est-ce que les modèles génératifs de génération de texte à image performent lorsqu'on les affine sur ce jeu de données. Donc préalablement, il faut fournir un jeu de données avec des maquettes déjà existantes. Et pour le cas des Pokémon, ici, il faut produire une description textuelle de chaque créature. Donc là, pour la première créature, on a par exemple a drawing of a green Pokémon with red eyes. En quatrième, en partant du haut, on a a cartoon ball with a smile on its face. Donc c'est important parce que dans le processus d'affinage, on va proposer l'image et le texte et on va demander à partir du texte de générer de nouveaux Pokémon. Donc dans le processus d'affinage, on a besoin d'un tel jeu de données, on a besoin d'avoir une description textuelle de chaque maquette graphique qu'on aura proposé. Donc on va voir un exemple de comment est-ce que ce modèle affiné nous permet de générer de nouvelles créatures. Alors pour ça, on va aller sur un site web qui s'appelle Lambda Labs Text to Pokémon. Donc je vais vous y diriger tout de suite. Et là, on va voir qu'à partir d'un prompt, on est capable de générer un nouveau Pokémon sans forcément être dans cet univers-là. Donc là, par exemple, on a mis Yoda qui n'est pas du tout dans l'univers des Pokémon. Et on a été capable de générer une nouvelle créature avec cet élément de contexte. Maintenant, imaginons que je mette un prompt un peu plus général, donc je vais mettre Blue Dragon, et on va essayer de générer une image à partir de ça. Et voilà, on voit qu'à partir de ce nouveau prompt, on a réussi à générer 4 nouvelles créatures ici. Donc, on a plusieurs créatures qui ressemblent quand même pas mal au monde des Pokémon. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'importance du processus de débruitage.
Donc là, on voit que par rapport à notre processus, on a mis Blue Eye Dragon, puis on a proposé 50 étapes de débruitage. Maintenant, regardons ce qui se passe si on met seulement 10 étapes. Donc ça va être beaucoup plus rapide parce qu'on a beaucoup moins d'étapes d'inférence. Mais on va voir que l'image, à partir de voilà, on voit que l'image reste quand même assez bruitée parce qu'on n'a pas mis assez d'étapes d'inférence de débruitage. Donc c'est vraiment important, lorsqu'on conditionne ces modèles, d'avoir suffisamment d'étapes de débruitage dans notre modèle de diffusion latente pour que l'image générée soit d'une qualité quand même assez bonne. On peut passer aussi à travers d'autres exemples, donc je vais passer au slide suivant, et on voit ici que on peut conditionner avec d'autres types de prompts. Donc par exemple, on a mis des célébrités, ici on reconnaît Barack Obama, Donald Trump, Boris Johnson, et bien d'autres caractères. Donc on voit vraiment qu'on a réussi à calquer le style des Pokémon grâce à une base de connaissances pré-entraînée sur nos modèles génératifs. Donc ça donne des résultats quand même assez impressionnants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles de génération de texte à image qui utilisent la diffusion latente ont d'autres cas d'usage. Donc la diffusion latente permet de faire d'autres tâches. On a en particulier ici une tâche qu'on appelle de outpainting. Donc l'outpainting, c'est une méthode qui permet à partir d'une image avec des morceaux manquants de reproduire les morceaux manquants de l'image. Donc là par exemple on voit que sur cet humain qui représente Einstein, petit à petit on enlève des morceaux de l'image et on voit que l'algorithme, grâce à la diffusion latente, est capable de reproduire les parties manquantes. Donc ça c'est pour la méthode de outpainting. On a aussi une autre méthode qui s'appelle le inpainting. Le inpainting, c'est pour rajouter des éléments à une image. Donc par exemple, imaginons qu'on ait une photo de quelqu'un à la plage et qu'on souhaite rajouter par exemple un requin dans l'eau. On peut demander au modèle de mettre ensemble ces deux images grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça c'est la méthode de inpainting. Alors d'autres modèles qui s'en viennent, c'est les modèles de texte à vidéo. Donc les modèles génératifs ne s'arrêtent pas des textes à images. Maintenant on a des nouvelles méthodes qui permettent à partir d'une description de générer des vidéos ou des images animées. Et notamment c'est ce qu'a montré Meta vers la fin de l'année 2022, proposer une démonstration de ces modèles. Donc là je vous ai mis deux exemples. Donc on a à gauche un chien en costume de super-héros avec une cape rouge volant dans le ciel, et à droite un ours en peluche qui peint un portrait. Donc ces méthodes, elles utilisent aussi des modèles de diffusion latente, mais non plus pour des images, mais pour des vidéos cette fois-ci. Alors on voit qu'on ne s'arrête vraiment pas aux images, mais qu'on va se mettre à générer maintenant des vidéos. Pour ça, je vais aussi passer à travers le site web de Meta, ça s'appelle Make a Video. On va passer à travers tout de suite, et on va voir qu'ici, il y a pas mal d'exemples en plus de ce que je vous ai montré. Donc là, on reconnaît les exemples que je vous ai mis. Par exemple, ici, on a un robot qui danse sur Times Square. Donc, vous pouvez passer à travers d'autres exemples sur ce site web. Alors, ce modèle, il n'est pas encore disponible au grand public. Vous ne pourrez pas générer de vidéos. Mais vous pouvez quand même passer à travers des exemples que Meta propose. Alors, Meta propose aussi des modèles de images à vidéo. Donc, on voit que maintenant, le modèle peut être conditionné avec une image. Et grâce à cette image, l'animer. On a aussi d'autres exemples pour calquer synthétiquement des images. Donc là, par exemple, on part d'une vidéo et on est capable de cette vidéo de créer d'autres vidéos. Alors, je voudrais conclure cette présentation sur des considérations éthiques autour de l'intelligence artificielle. Considérations éthiques et légales notamment. Alors, pour conclure cette présentation, j'aimerais passer à travers des considérations éthiques et légales pour qu'on se questionne sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils et quels sont aussi les dangers autour de ces outils. Donc, les modèles de génération d'images peuvent vraiment générer tout type d'images à partir de la base de connaissances qui a été produite. Mais comme sa tâche l'indique, on va dire, comme ce modèle est capable de générer tout type d'images, il peut aussi générer des images à contenu offensant, donc de contenu sexiste, xénophobe, raciste, n'importe quoi. Un peu comme ChatGPT, on avait vu qu'à ses débuts, il y avait quelques problèmes avec ce genre de considération. Mais les modèles de génération de texte à images ne sont pas épargnés par ces problèmes-là. Donc c'est important quand même de filtrer les demandes textuelles qui sont faites par l'utilisateur pour que ces modèles ne génèrent pas de contenu choquant. Mais il est quand même possible de passer à travers ces sécurités-là. Notamment, on a un utilisateur qui cherchait à générer du contenu violent. Par exemple, une vache morte dans un bain de sang. Et
Pour générer cette image, il a juste mis une vache endormie dans un lac de jus de tomate, par exemple. Voilà, juste en proposant ce prompt qui n'a pas de caractère offensant a priori, il a réussi à générer l'image qu'il souhaitait au début. Donc, il faut vraiment faire attention avec ces considérations-là pour que les modèles soient conditionnés correctement pour ne pas générer de contenu offensant. Aussi, il y a pas mal de questions qui se posent autour de la propriété intellectuelle et autour des droits d'auteur qui ont été utilisés pour générer les bases de connaissances de ces modèles. Un des plus gros enjeux qui est survenu récemment, c'est le 16 août 2022, lors d'un événement, d'un concours artistique. Il y a une œuvre qui a été générée par l'intelligence artificielle, donc que vous voyez à l'écran, qui a gagné un concours de beaux-arts au Colorado aux États-Unis. Donc ça a quand même soulevé pas mal de critiques. Ça a été quand même un gros scandale parce que les autres participants utilisaient des technologies qui n'utilisaient pas l'intelligence artificielle, donc ils ont généré leurs œuvres avec leur propre imagination. Et on voit quand même que c'est l'intelligence artificielle qui a gagné ce concours. Donc ça pose quand même pas mal de considérations éthiques. Et ça nous permet quand même de nous rappeler que cette technologie, elle est quand même très disruptive dans le milieu artistique et que ça ne doit vraiment pas être pris à la légère lors de ces concours. Notamment, on a plusieurs auteurs qui se sont soulevés, qui ne voulaient pas que leurs œuvres soient utilisées pour l'entraînement de ces modèles génératifs. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez complexe de passer à travers des procédures pour que nos œuvres ne soient pas utilisées dans les jeux d'entraînement. Donc il y a des procédures qui doivent être mises en place pour que les droits d'auteur et les propriétés intellectuelles soient respectés à partir de ces modèles. Aussi, il ne faut pas oublier que les images générées par ces modèles sont quand même assez réalistes et peuvent provoquer de la désinformation et peuvent être utilisées à des fins dangereuses, notamment pour de la propagande. Ça peut poser quand même vraiment de gros problèmes éthiques. Par exemple, imaginons qu'on génère une image du président des États-Unis qui fait une action complètement illégale et qu'il n'y ait pas de système de vérification pour le faire. Il n'y a pas de système de vérification pour vérifier la véracité de cette information. Mais voilà, c'est vraiment des enjeux qui s'en viennent. Il va falloir vraiment faire attention sur le contenu généré par ces modèles qui vont être diffusés sur Internet. Il va falloir faire très attention pour savoir et pour vérifier la véracité de l'information. Donc je pense que c'est vraiment essentiel dans les années qui vont venir qu'on ait des systèmes qui soient capables de vérifier l'information proposée pour justement que pour des fins éthiques et légales, ces modèles soient utilisés de manière correcte. Alors voilà, ça conclut notre présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez vous attendre dans le futur à d'autres contenus vidéo autour des modèles génératifs pour essayer de divulguer ça au grand public pour que tout le monde soit au courant du potentiel de ces technologies mais aussi des dangers. Alors je vous invite à me poser des questions sur mes réseaux si vous en avez. Ça me fera un plaisir d'y répondre et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.